Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro du débat du dimanche, la rétrospective de l'actualité africaine et internationale. Nos invités aujourd'hui sont Adam Thiam du Républicain. Sur ce plateau également, Célia Dalmeida du journal du Mali.com, Étienne Fakaba, Sissoko économiste, et Alexis Kalambri des Échos. Joie et soulagement au Kenya après l'abandon de poursuite de la Cour pénale internationale à l'encontre de Uhuru Kenyatta, qui était, vous le savez déjà, soupçonné de crimes contre l'humanité. Nous écoutons ici quelques réactions après l'annonce de l'abandon justement de ces poursuites-là. Les Kenyans sont heureux. Notre président est de retour et libre. Il peut de nouveau se concentrer sur son travail. Clairement, depuis le début, le dossier est vide. Il n'y avait pas de preuve du tout. C'est une opportunité que la justice internationale a perdue. C'est un jour très triste pour les victimes de ces crimes. J'ai mentionné que les témoins se sont retirés, des témoins qui ont été harcelés et intimidés à un point tel qu'ils étaient terrifiés à l'idée de témoigner pour l'accusation. Étienne, Uhuru Kenyatta innocenté, puisqu'on voit l'abandon des poursuites à son encontre. Est-ce qu'on peut dire tout ça pour ça? Comme il y a eu beaucoup de bruit autour de ces poursuites à son encontre. Exactement. Et aujourd'hui, ce qui a lieu de signaler, c'est que quand vous prenez en général les poursuites de la CPI, vous vous rendez compte que 80%, ce sont les pays qui sollicitent la Cour pénale pour intervenir dans les dossiers. Et dans ce cas précis, c'est la CPI qui s'est autosaisie du dossier. Et ça montre qu'il y avait un règlement de compte qu'il fallait à tout prix régler. Mais face au gouvernement, face au peuple kenyan de façon générale, qui n'ont pas voulu céder à la tentation de livrer leur président de la République, ont en toute responsabilité décidé de ne pas faire partie de cette mascarade. Et moi, ce que je retiens de toute cette affaire, c'est que au-delà de cette affaire exclusivement, il y a la question aujourd'hui de la crédibilité de la CPI qui est en jeu. Parce que cette crédibilité-là, elle veut redorer son blason en mettant par exemple, en relaxant Kenyatta et en montrant au monde que voici un Africain est venu à la CPI et il a été relâché parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Donc je pense que c'est beaucoup plus de la com aujourd'hui qu'autre chose. Célia Dalmeida, un premier commentaire. Vous pensez vous aussi que c'est de la com pour la CPI? Quelque part, oui, même si la procureure Bensouda crie son désarroi. Comme Dr Etienne l'a dit, c'est ça. Au-delà du fait que tout le monde pense que c'est un camouflet, que c'est un échec pour la CPI, comme il l'a dit, c'est, vous voyez, vous dites qu'on s'attaque aux Africains, on court derrière les Africains, on vampirise les Africains. Eh bien non, quand on n'a pas d'évidence, quand on n'a pas de preuves, on ne les poursuit pas. Est-ce que, quelque part, ça m'a fait sourire quand j'ai écouté cette histoire parce que je me suis dit, Omar El-Béchir doit se dire, oh zut, j'aurais dû y aller moi aussi. Faire 2 manifestations chez moi et il m'aurait laissé tranquille. Quelque part, ça montre que la CPI n'a pas encore saisi en fait tous les rouages du fonctionnement des systèmes africains. Comme il l'a dit, il a si bien mentionné, à chaque fois que ça a marché, c'est les États africains qui ont livré quelqu'un. Et cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Donc il faut peut-être revoir le système de fonctionnement de la CPI. La crédibiliser, je ne pense pas qu'ils aient réussi leur coup parce que ça n'a pas marché. Tous ceux qui commentent cette actualité-là pensent que ça montre que la CPI est une institution aux ordres. Et ça, il y a un gros travail à faire derrière pour corriger cette image-là. Alexis Kalambri. Il y a, de mon point de vue, 2 niveaux d'appréciation. D'abord, si vous avez suivi, il y a eu une grande pression des chefs d'État africains et un peu d'une certaine opinion kenyane pour faire, arrêter la procédure contre Uhuru Kenyatta. De l'autre côté, il était évident qu'un État structuré et fort comme le Kenya a les moyens de faire la pression sur des témoins qui sont connus et qui sont à l'intérieur. À partir du moment où le dossier est partagé en toutes les parties,
tout le monde connaît les témoins. Donc, ils se sont donné les moyens de faire les pressions possibles. Mais il est évident que ça met en jeu la crédibilité de l'institution. Certes, ça prouve qu'il y a un système transparent et, disons, équitable, mais ça donne l'impression qu'ils ont, disons, cédé à une certaine pression des États africains. Mais en même temps, les faits reprochés au président kenyan sont récurrents et doivent être... Oui, avant de donner la parole à Adam, oui. Et la procureure a d'ailleurs dit que ça ne veut pas dire que Uhuru Kenyatta est innocent et qu'il se réserve le droit de continuer à chercher les moyens de le poursuivre. Okay. D'accord. Adam Cham, sur la question. Non, exactement. Fatou Bensouda, la procureure, a été très courageuse. Elle a expliqué les raisons pour lesquelles on ne peut pas juger, la CPI ne peut pas juger le président kenyan. Mais Dalmeda l'avait dit, il y avait déjà le cas du président soudanais, il y a maintenant le cas du président kenyan. Il est extrêmement difficile quand les gens ont le levier du pouvoir de passer devant la CPI. Tous ceux qui sont passés, ça a été dit autour de cette table, ont été donnés. Soit par le pouvoir de l'État dont ils sont les ressortissants, soit par la pression de la communauté internationale. Mais dans le cas du Kenya, il reste quand même un fait déchirant, c'est qu'il y a 3000 morts. 3000 morts à cause des violences post-électorales, 3000 morts à cause des haines tribales. Il va falloir effectivement que quelqu'un paye pour ça, mais je pense que c'est dommage que cette occasion-là, la CPI ne l'ait pas saisie pour se crédibiliser, parce que jusqu'à présent, elle passe pour le tribunal des vaincus. Oui, la Cour pénale aujourd'hui ne peut pas se crédibiliser tant que tous les pays qui ont signé le traité de Rome, tant qu'il n'y aura pas de poursuite pouvant être faites dans chacun de ces pays-là. C'est ça aussi la question. Parce que quand vous regardez les 6 détenus aujourd'hui de la Cour pénale internationale, sont tous des Africains. Ça, c'est une évidence. Et quand vous regardez aussi les autres pays, comme la France par exemple, qui sont signataires du même traité, et toutes les autres puissances qui aujourd'hui refusent de signer ce traité, comme les États-Unis, comme la Chine, comme l'URSS, la Russie du moins, qui refuse de signer qui refuse de signer ce traité-là. Cela montre évidemment qu'il y a tout un travail à faire pour justement permettre d'assurer cet équilibre-là dont nous avons besoin pour que chacun puisse sortir gagnant. Mais au-delà de ça également, moi je voudrais qu'on regarde la capacité de nos justices. Je voulais faire le parallèle avec aujourd'hui ce qui se passe au Mali. Vous savez que le Mali a saisi la Cour pénale internationale dans le cadre des événements du Nord. Et aujourd'hui, les enquêtes sont à la traîne. Là où on doit intervenir, on n'intervient pas parce que les puissances qui sont derrière aujourd'hui masquent le travail que doit être fait par la CPI. C'est ça aussi la question. Okay. La France n'a pas intérêt à ce que toute la lumière soit faite autour de cette question. Adam qui veut réagir, ensuite je donne la parole. Non, mais c'est toujours le procès insidieux que c'est les Africains qui passent devant la Cour pénale internationale. Ça me paraît absolument normal. C'est en Afrique qu'il y a le plus de crimes contre l'humanité. C'est en Afrique qu'on a des dictatures offshore qui peuvent tout se permettre. Il n'y a aucune chance en France que l'élection donne lieu à un tronçonnage à la machette. Et c'est ça, il ne faut pas se faire de complexe là-dessus. Ça ne diminue pas l'Afrique. Le fait est que les gouvernances africaines est telle que, effectivement, la plupart de nos dirigeants peuvent, pour une raison ou une autre, comparaître devant la Cour pénale. Oui, je pense que le malaise n'est pas à ce niveau. Ce qui est gênant, c'est que les poursuites sont sélectives et à la limite guidées par d'autres. Étienne a parlé du cas du Mali. C'est un dossier brûlant qui aurait dû être une priorité au niveau de la CPI, mais il ne l'est pas parce que justement, ce n'est pas dans les agendas de certaines puissances. Donc, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Parce que si vous parlez du rapport d'Aguelog, même nous, ici dans la presse, nous avons quand même noté les manquements qu'il y avait dans cette enquête. C'est-à-dire que ce n'était pas une enquête indépendante. Et puisque ce n'est pas une enquête indépendante,
oui, c'est extrêmement difficile d'exploiter cela. Je ne sais pas si... pour faire une enquête indépendante. Au-delà de la lenteur, il y a le poids de mesure qui existe. Quand vous prenez par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, dans l'affaire Gbagbo, aujourd'hui, c'est le cas Gbagbo qui est le plus stigmatisé dans cette affaire, parce que l'autre est au pouvoir. C'est ça aussi la question. Donc, quand on est devant la justice internationale, devant la Cour pénale internationale, il doit avoir cet équilibre-là que nous n'avons pas pu malheureusement créer dans nos États, qui nous amène aujourd'hui devant la CPI. Sinon, ça ne servira à rien d'aller devant la CPI. D'accord. Pour revenir au cas Uhuru Kenyatta, Alexis Kalambri, est-ce que ce revers, peut-être pour Fatou Bensouda, n'est pas aussi dû au fait que un président au pouvoir, c'est extrêmement difficile d'avoir des témoins qui peuvent venir au prétoire et essayer de témoigner contre un régime en place. Est-ce que l'une des difficultés par rapport au cas Uhuru Kenyatta ne réside pas à ce niveau-là? A priori, on peut le penser, parce que, mais il s'est quand même déplacé 2 ou 3 fois pour répondre, disons, aux convocations. En l'état, il a pu le faire, il a accepté de se rendre. Mais ce qui est évident, c'est que en étant président et ayant à main tous les leviers du pouvoir, il s'est donné les moyens de faire en sorte que les témoins se rétractent. Okay. Et effectivement, la CPI a un système très compliqué où il y a une indépendance totale entre la Cour et le bureau du procureur, qui fait que ça devient difficile, qu'il n'y a pas certaines passerelles. Okay. Oui, on pourrait penser cette histoire de pression sur les témoins. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi la CPI n'a pas garanti la protection de ces témoins? Pourquoi on ne les a pas sortis du Kenya? On savait très bien que le régime Kenyatta n'allait pas les laisser libres de venir l'indexer comme ça, de venir apporter de l'eau au moulin de la CPI. Donc pourquoi on aurait pu mettre en place un système qui permette de sortir ces personnes-là à temps du Kenya, les mettre quelque part où on peut les protéger, de sorte qu'elles puissent venir apporter leur témoignage. Donc je trouve un peu facile de dire que oui, les gens ils ont eu une pression énorme, ce qui a fait qu'ils se sont tous rétractés. C'est normal, ils craignent pour leur vie. Il y a dans d'autres pays, on suit les séries policières américaines, on protège les témoins. Pourquoi il n'y a pas un système pareil pour leur permettre de venir parler? À mon avis, ce que Étienne a dit pour le cas d'Aguelok, et qui n'est pas valable pour le cas d'Aguelok à mon avis, est valable pour le cas du Kenya. C'est-à-dire qu'il y a une protection évidente du président kenyan par la communauté internationale, et la lutte contre le terrorisme passe par là. On pense que le Kenya est un pôle important dans la lutte contre le terrorisme dans la Corne de l'Afrique, et il y a les arguments tribaux aussi qui jouent, donc la majorité Kikuyu qui correspond dans toute l'analyse politique de l'Afrique de l'Est à l'ethnie qui peut amener la stabilité au Kenya. Ces arguments ont joué. Et puis il y a le simple fait qu'un homme au pouvoir en Afrique peut beaucoup. Et les témoins vivent au Kenya. Ils retourneront au Kenya. Je pense effectivement qu'il est extrêmement difficile de garantir leur indépendance. Et puis le troisième fait, Alexis l'a dit, c'est que les chefs d'État se sont mobilisés quand même pour que Uhuru Kenyatta ne comparaissent pas devant la CPI, oubliant qu'il y a quand même 3000 morts dans cette affaire. Okay. Il y a peut-être un côté positif au-delà de la com dont parlait à l'instant Étienne. Si la CPI est parvenue à abandonner les poursuites à l'encontre de Uhuru Kenyatta, elle peut aussi abandonner les poursuites contre un certain Laurent Gbagbo aussi, non? Aujourd'hui, en tout cas, si ce n'est pas abandonner les poursuites, c'est de faire venir, en tout cas, l'autre partie, au même moment où on arrête Blé Goudé et Laurent Gbagbo, que d'autres personnes du camp Ouattara puissent aujourd'hui aller répondre devant la CPI. Ça, c'est une exigence dont dépend même la crédibilité de la CPI. Maintenant, pour aller loin dans ce que Adam disait tout à l'heure, c'est pour dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez, moi je vais faire le parallèle entre aujourd'hui l'étape des négociations
Et la lenteur justement de ce dossier-là, c'est qu'il y a un lien. Non, et ce lien-là. Les négociations seront un chapitre spécial. Non, je suis désolé, les pressions. On est sur la CPI, oui, allez-y. Au Mali, des négociations pour parler intermaliens. Ouais, Bien sûr, est parce que l'issue de ces enquêtes-là, oui, bien sûr, le dossier est à la CPI. Okay. Et aujourd'hui, pour aller loin dans les enquêtes au niveau de ce qui s'est passé à Aguelok, c'est aussi inquiéter les rebelles aujourd'hui. Et la communauté internationale est aussi mobilisée pour justement permettre l'accalmie et ne pas frustrer une partie. Si Fatou Bensouda veut réussir son coup de com', comme vous avez dit, il faut qu'elle amène l'autre camp en Côte d'Ivoire à la CPI. Ça serait un bon coup de com'. Ou alors que les Ivoiriens votent Gbagbo président. Il est candidat à la présidentielle. Et les chefs d'État africains n'ont pas de poids, contrairement à ce qu'Adam disait tout à l'heure. Leur pression, qu'est-ce que ça apporte? L'abandon des poursuites contre Gbagbo ne sera pas avec les mêmes arguments que pour Kenyatta, parce que dans ce cas, les témoins se sont rétractés. Parce qu'il est au pouvoir. Et puis quand même c'est différent. Voilà. C'est différent. La Cour constitutionnelle en Côte d'Ivoire a clairement désigné Alassane Ouattara comme le vainqueur de l'élection. Et c'est le parti au pouvoir, c'est l'État qui a organisé les violences que nous avons eues et pour lesquelles Gbagbo comparaît aujourd'hui. Donc c'est deux cas différents. D'accord. Non, je ne fais pas le procès, mais c'est bien ça les faits. Deuxième thème de cette émission, on va le voir dans ces images en off, le Fonds monétaire international qui renoue son partenariat avec le Mali après 6 mois de suspension. L'annonce qui a été faite à travers une vidéoconférence animée au siège de l'institution à Washington et relayée ici au bureau national à Bamako. Voilà. Etienne Fakaba Sissoko, le FMI renoue son partenariat avec le Mali. Une bouffée d'oxygène pour l'économie nationale? 2 points positifs. D'abord, le fait que cette aide n'est pas à l'image des autres aides du FMI. C'est une aide en termes d'appui budgétaire, donc de l'argent liquide qui pourra être alloué à la consommation, donc relancer l'économie. Ça, c'est un facteur positif qu'il faut signaler, même si c'est 6 milliards encore, il faudrait le souligner. Deuxième aspect positif, c'est que les autres partenaires qui étaient un peu frileux à reprendre la coopération à la suite de ce déblocage-là vont se manifester. Mais là où il y a un problème, c'est que la justice aujourd'hui n'a pas fini de faire son travail. Et le travail que la population, que la société civile a d'ailleurs réclamé lors d'une marche il y a 2 jours, c'était que les auteurs de ces troubles-là, les auteurs de ces fautes graves puissent répondre devant la justice. Et en attendant les sanctions pénales, il doit aujourd'hui y avoir des sanctions administratives. Et ces sanctions, on n'en voit pas. Et ces sanctions ne peuvent être faites que si on met à la disposition de la justice les personnes incriminées. Ne serait-ce que pour aller défendre leur dossier, pour aller se blanchir. On a vu dans le temps Ahmed Sow qui a été cité dans une affaire et qui est parti seul. Et autre point qu'il faut souligner, c'est que nous n'avons pas tiré également les leçons de toute cette histoire. Parce que ça montre encore une fois que les économies africaines de façon générale, l'économie du Mali de façon générale reste tributaire de l'aide extérieure. Et cela, ça aurait dû être une occasion pour nous de réfléchir à d'autres alternatives pour nous prendre en charge. Et malheureusement, il n'y a rien qui a été fait dans ce sens. On va parler de l'aspect sanctions d'émissions, puisqu'il y a eu une association, la Coordination nationale de veille citoyenne, qui a organisé une marche. On a même un extrait prévu. On va revenir là-dessus. Mais déjà, Célia Dalmeida, un mot sur cette reprise du partenariat avec le Fonds monétaire international. Je vais répéter ce que Etienne a dit. C'est une bonne nouvelle de toutes les manières. Parce que l'économie... nos économies africaines, comme il l'a dit, sont extrêmement tributaires de ces aides internationales. Et puis, du fait que ça a ramené un minimum de crédit, en fait, par rapport à ce qui se fait en termes de gestion économique au Mali, parce que si le FMI est revenu, c'est qu'un certain nombre de préalables qu'ils avaient posés ont été respectés. Maintenant, on espère que ces préalables-là vont permettre d'assainir de manière durable la façon dont les choses se font. Parce que c'est surtout ça, c'est cette leçon-là qu'il faut qu'on tire de cet épisode qui a vraiment frustré énormément les Maliens.
parce que on sortait d'une situation qui était extrêmement difficile et on a vécu cet épisode-là comme en quelque sorte une trahison. Donc il est vraiment important qu'aujourd'hui les actes soient posés, même si c'est pas des sanctions, etc. Je ne vais même pas vers là-bas, mais qu'on montre vraiment qu'on est en train de changer la façon dont le Mali se gère et qu'on pense également à trouver d'autres alternatives, d'autres sources de financement. Il faut promouvoir l'initiative privée au Mali. Ça, c'est extrêmement important, on ne le fait pas assez, pour que le pays lui-même crée sa richesse et qu'il puisse avancer sans toujours être obligé de tendre la main. On a vu comment on a crié, on était suffoqué, on était asphyxié parce que ces institutions avaient fermé le robinet. Okay. C'est assez difficile. Alexis, tout était quasi arrêté avec de sérieux problèmes de trésorerie. On était au bord de la rupture. Est-ce qu'en renouant le partenariat, le FMI n'a pas plutôt pensé plus aux Maliens, aux populations, peut-être qu'aux gouvernants? J'ai l'impression, en deux points, surtout, il y a une phrase qui a été dite qui vaut son pesant d'or. Il y a le représentant résident qui a dit il y a la confiance, il reste à donner la crédibilité. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, mais il est vrai que à un certain point, ce serait la rupture. Mais justement, j'espère que nous avons suffisamment d'économistes pour orienter la réflexion, parce que aujourd'hui, il n'est peut-être pas indiqué qu'on reste dans un carcan, qu'on reste dans un schéma tracé ailleurs et que on garde des prismes de lecture qui ne correspondent peut-être pas à notre réalité. Mais il est évident qu'il y a eu, disons, une mauvaise gestion, ou en tout cas une gestion pas orthodoxe, pas connue des Maliens, qu'il faut corriger, qu'il faut sanctionner. Tout est question de sanction. Un travail doit être sanctionné. Adam Thiam. Alors, est-ce que la situation politique du Mali a joué dans cette décision de reprise, non seulement par le FMI, mais par les autres bailleurs? Je crois que oui. Et nous sommes un pays en crise depuis quelques années. Et nous avions une situation, d'ailleurs, le représentant du FMI en a parlé, une situation sanitaire assez préoccupante avec Ebola. Et je crois que ça a joué. Ceci dit, le FMI avait demandé l'insertion dans le budget de ces dépenses, la révision de l'article 8 dont l'abus a permis effectivement ces dépenses-là. 3, qu'un audit soit fait de ces contrats-là et un audit rendu public. Et les sanctions administratives et politiques, je pensais que ça faisait partie des conditions du FMI. Mais des conditions. Voilà, mais j'apprends récemment que ça, c'est la responsabilité de la partie malienne. Mais à mon avis, si on ne fait pas cela, la confiance ne reviendra pas. S'il y a des responsabilités administratives et politiques engagées, il faut les sanctionner. Sinon, il n'y aura pas de retour de confiance. Mais en gros, la leçon de tout ça, ce n'est pas vraiment que, oui, le FMI, la France ou les autres reprennent, c'est que ce n'est pas l'aide budgétaire qui développe un pays, c'est l'investissement qui développe un pays, c'est donc les investisseurs. Je pense que déjà nous avions beaucoup de problèmes pour faire de notre pays un pays à destination sûre pour les investisseurs. Cette dernière affaire, effectivement, à mon avis, hypothèque nos chances. L'autre chose, c'est simplement que nos structures de contrôle qui ont tout le droit de s'autosaisir ne se sont saisies de cette affaire qu'à la demande du gouvernement, qui était aussi une condition du FMI. Et puis, bon, il y a des individus qui sont sanctionnés, c'est-à-dire que l'État est responsable de cette turpitude. Il y a beaucoup de contrats annulés simplement parce que voilà, le gouvernement ou le FMI
ont demandé que nous ayons un budget à la mesure de nos moyens. Ok, parlant de sanctions, on va en parler, Etienne. Parlant de sanctions, la coordination nationale de veille citoyenne monte au créneau et réclame la démission de tous les cadres responsables ou ministres impliqués dans les récentes affaires de malversation financière. La coordination qui a organisé une marche pacifique ce samedi à Bamako. Nous écoutons ici quelques réactions recueillies par Albertine Dotsi. Les noms des ministres et des agents qui sont impliqués pour la corruption. Donc, et ils sont toujours au gouvernement. On demande à ceux qu'ils démissionnent avant que la justice fasse son travail. S'ils sont impliqués, qui doivent être jugés, s'ils ne sont pas impliqués, ils vont retourner à leur service. La première chose à faire, c'est de s'assurer que la sanction sociale soit appliquée à tous les ministres, à toutes les personnes citées dans le marché de la défense nationale et où ils ont fait preuve de déviation comportementale avérée, notamment par rapport à l'intégrité. Nous demandons leur départ immédiatement. Nous demandons la loi 04, surtout dans son article 6b, de nous extirper de cette culture, de nous enlever de la mainmise des entreprises multinationales étrangères qui mettent leurs mains dans notre poche pour enlever tout et qui se retournent pour nous donner un petit pourcentage. Voilà, Alexis Calambri, il y a déjà eu des précédents au Mali. Etienne parlait du cas Amerso, mais il y a récemment eu le dossier du Fonds mondial, Oumar Ibrahim Touré. Aujourd'hui, l'attitude du gouvernement, puisqu'on peut communiquer même à travers sa posture, son attitude, l'attitude du gouvernement, c'est il y a eu fraude, il y a eu malversation et quoi encore? Nous sommes là, nous restons. Le message que le pouvoir doit faire à l'endroit du peuple, c'est peut-être au moins la démission des personnes dont les noms sont cités quand même dans ces affaires-là. Puisque tous les rapports, tous les audits concluent qu'il y a eu malversation, peut-être c'est le minimum à faire à ce niveau-là. Je remonte plus loin. Le premier gouvernement Konaré, à sa formation, 92, il y avait un ministre qui était cité dans l'affaire du Trésor, qui a démissionné pour se mettre à la disposition de la justice. Disons. Donc, je pense que effectivement, à partir du moment où il y a des gens qui sont cités, qui restent innocents, présumés innocents, jusqu'à ce que la justice décide autrement, devrait au moins, pour faciliter le travail de la justice, pour faciliter le travail du président de la République, se mettre en congé de leurs fonctions, au moins le temps que se manifeste la vérité. Ça, c'était le premier pas. Mais effectivement, la posture de beaucoup a été de se dire innocent et de dire qu'une démission pourrait être, disons, interprétée comme autre chose. Mais je pense qu'il fallait démissionner le temps que la bourrasque passe. Etienne. Si vous permettez. Okay. Je veux juste. Non, mais, en fait, cette affaire est différente des affaires de corruption normales. Le FMI, d'abord, fait le procès de la dissimulation. Si on lit sur leur site web, effectivement, leur mémorandum, c'est que le FMI dit qu'il a appris l'existence de ce contrat par la presse. Alors qu'il y a un contrat entre lui et le gouvernement malien au nom du FEC qui fait qu'effectivement les dépenses sont budgétisées, et le budget reste prudent et puis il n'y a pas effectivement d'endettement au-delà de nos capacités. Et pour le FMI, ces trois conditions étaient violées déjà. Donc première chose qu'on nous fait, c'est le procès de la dissimulation. Ce n'est pas comme l'histoire des pèse-bébés ivoiriens où on voit effectivement que c'est le prix à l'achat qui est impressionnant. Cette fois-ci, il y a d'abord un procès, il y a la dissimulation de dépenses extrêmement importantes à un de nos partenaires auquel nous lie un contrat. Deuxièmement, il y a le procès de l'efficience qui est fait parce que le FMI a remis en cause l'article 8 et cet article 8 a été révisé
Et le FMI dit que, bon, même pour l'avion présidentiel, oui, c'est-à-dire que l'appel d'offres nous aurait permis d'avoir le meilleur appareil au meilleur coût possible, logiquement. Donc, et ensuite, c'est le troisième procès.